Merci donc à Tamba Zakari Milimono pour cette belle réflexion, cette belle analyse. Mesdames et messieurs, à la suite donc de Tamba Zakari Milimono, je suis très heureux de reprendre la main pour la deuxième tranche de cette émission Tous handicapés que j'ai l'honneur de présenter avec mon collègue d'Espace FM, Bassekou. Bassekou, bonsoir. Oui, bonsoir Moussa Mouissila. Merci. Alors, cette journée internationale des personnes handicapées a été proclamée par les Nations Unies en 1992. Et c'est exactement le 3 décembre que cette date a été instituée ainsi. Et c'est l'occasion pour nous de réaffirmer un principe qui est connu de tous, mais qui passe souvent sous carpe. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Mais cela est méconnu. Bassekou ne me dira pas le contraire. Bien sûr, il faut préciser que dans toutes les sphères de la société, nous devons agir à promouvoir les droits et le bien-être de ces personnes handicapées. Et cela passe par la sensibilisation sur tous les aspects de la vie de notre société. Et pour mieux cerner le sujet, valeureux téléspectateurs d'Espace TV, et je vous invite dans l'Hexagone à la rencontre des enfants handicapés moteurs, vous le savez Moussa Moïse, oui, qui découvrent certainement pour la première fois de leur vie le littoral, et grâce à une association qu'on appelle, qui milite pour la réhabilitation et l'intégration pour l'accompagnement. C'est bon devant ? C'est bon devant. Pour Manon, Cléa, Enzo et les autres, la sortie de classe commence par le balai des fauteuils qu'il faut monter dans le camion. Voilà, C'est bon ? c'est fait. Ils viennent de tout le département et bénéficient d'une scolarité adaptée à La Roche-sur-Yon. Mais aujourd'hui, direction le vivier de la mine pour la découverte très attendue des crabes, des requins et autres crustacés. Léonard. Sloane, tu te souviens qu'on a vu, je vous dis le mot, des huîtres. C'est une première pour ce service d'Aria 85, association pour la réadaptation et l'intégration par l'accompagnement. Ils ont voulu offrir à ces enfants, pas tout à fait comme les autres, un voyage similaire à ce qu'ils auraient pu vivre en milieu scolaire ordinaire. Tous les enfants de leur âge ont accès dans les écoles à des classes de découverte, à ce type d'expérience en tout cas. Et il nous a semblé tout à fait normal de leur proposer le même type de sortie, de découverte. La mer, ça y est, on la voit. À quatre pattes dans le sable, on en oublierait presque les fauteuils. Les visages sont souriants et la joie palpable. Je crois qu'ils ont profité au maximum de tout ce qui leur a été proposé, y compris du coucher collectif, histoire de papoter avec la copine d'à côté, de faire comme tous les enfants peuvent faire à l'extérieur de la maison, c'est-à-dire des petites bêtises, etc. Maintenant, je vais dire tout ça à mes parents. Et voilà. Et voilà. Et entre les bêtises, les crabes, le cerf-volant et tous ces petits plaisirs du quotidien qu'ils ont partagés, ça en fera des choses à raconter. Et pour ceux qui ne le diront pas, sûr qu'ils garderont précieusement dans un coin de leur tête le souvenir de ces 2 jours au bord de la mer. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc de suivre cet élément de l'AFP, donc grâce à l'Association pour la réadaptation et l'intégration pour l'accompagnement. Ces enfants que vous avez vus dans l'Hexagone donc bénéficient d'un accompagnement. Ils ont une scolarisation assistée, adaptée donc à leurs conditions de vie. Et c'est bien ce genre d'accompagnement qui manque aux enfants handicapés, surtout sur le continent africain. Et donc, sans tarder, nous allons partir, Bassekou, avec le groupe Wantanara, dont le nom rime déjà avec cette émission spéciale que nous honorons, parce que Wantanara signifie « nous sommes ensemble », histoire de dire que les personnes handicapées, où qu'elles se trouvent, quoi qu'elles fassent, ne les rejetons pas, approchons-les, unissons-nous, parce que nous aurions pu être comme eux, et ce n'est pas une fatalité. Ils ont besoin de notre soutien. Nous suivons donc le groupe Wantanara, le temps d'une détente.
Jesus Christ. Ah, quelle fois là. Mama kurubetia, kurubetia. Ah, kurubeti ginelwa gamoritegi. Ah, pepe mara. Mama maneya, amaneya. Ah, amane ginelwa gamoritegi. Ah, pepe mara, femara. D'Espace TV pour parler à présent de l'association Wakilare. Vous allez le savoir tout à l'heure. L'association Wakilare est une structure qui promet l'émancipation des personnes handicapées et elles sont près d'une dizaine aujourd'hui qui se retrouvent dans cette association. Elles se sont donné la main et elles travaillent dans une fabrique de cordonnerie, c'est ici à Conakry. C'est une entité qui est dirigée par un certain Tamba Bernard Tengiano. Vous allez le découvrir dans cet élément de reportage que Aïssata Diakité vous propose dans cette émission. Il est 8 heures. Comme tous les jours, Tamba Bernard Tengiano se rend à son atelier de fabrique et de cordonnerie. Comme n'importe quel être humain, Bernard se bat pour gagner sa vie au prix de sa sueur. Victime de la poliomyélite depuis tout petit, il ne considère pas son handicap comme une fatalité. À 4 ans, ses parents se sont séparés à cause de son état. Malgré ses coups durs, il n'abandonne pas. À 7 ans, il décide de prendre sa vie en main et depuis, il lutte pour son bien-être. À l'âge de 7 ans, 8 ans, j'ai dit à mes parents que je peux faire quelque chose au lieu que je reste à la maison. Est-ce que c'est possible de me faire scolariser à l'école? Ils se sont dit, est-ce que tu pourras tenir? J'ai dit, bon, je vais voir, parce que je n'avais pas un fauteuil roulant. J'étais dans un village le village était situé à 3 km de la sous-préfecture de Kondiago. Et je marchais avec un béquille, avec un bâton. Et que j'ai quitté 3 km pour aller à la sous-préfecture où j'ai fait mon école primaire. J'ai commencé la première année. En classe de 10e année, il perd sa grand-mère, la seule qui l'aidait financièrement dans le cadre de ses études. Certes, il n'a pas pu continuer ses études, mais grâce aux bonnes volontés, il a su se frayer un chemin jusqu'à Conakry avec une seule ambition, réussir coûte que coûte. Bernard est alors prêt à tout, sauf à devenir un mendiant. Avec les personnes de bonne volonté, je parlais un peu de mon histoire. C'était mon contribué pour que je ne quitte pas l'école, que je pouvais devenir quelqu'un demain. Et tout à fait normal. J'ai supporté, mais c'était impossible pour moi. Je ne s'en allais pas. Parce que l'école, tu as besoin de manger, tu as besoin de fournitures. Et quand il y a l'ouverture des classes, je suis fatigué énormément. Et j'ai réfléchi à ce que je ne peux pas essayer de m'orienter et faire un métier. Et que ce métier pourra être à l'avantage, qui va mon avantage, qui préparer mon avenir. En 2008,
Il intègre le centre Nimba dans la commune de Matoto, une école qui forme des personnes atteintes d'handicap. Après 3 ans de formation professionnelle en cordonnerie, il s'est vite frayé un chemin. Aujourd'hui, il est le président directeur d'une association de personnes handicapées et maître formateur de la fabrique de cordonnerie à Conakry. J'ai fait 3 ans de formation professionnelle, la cordonnerie, et j'ai fait aussi les cours d'informatique. À travers de là, j'ai fini de faire ma formation. Toujours, je n'avais pas les moyens d'ouvrir un atelier. Je ne me suis pas laissé encore avoir l'idée de faire la mendicité. Je me suis encore battu pour faire quelque chose que je pourrais avoir mon avenir. Donc, je donnais les cours dans une école privée qui était au compte des sœurs missionnaires de la charité, au compte de l'église catholique. Donc, j'ai fait 3 ans et 2 ans, ma 3e année, on a eu l'idée d'ouvrir, de créer cette association. Cet autre artisan s'est retrouvé dans le fauteuil roulant à la suite d'un accident ferroviaire en 2011. Au lieu de rester dans la rue à mendier, Ibrahima préfère valoriser ses 2 mains qui lui restent. Grâce à ses métiers, il est aujourd'hui marié et père de 3 enfants. Pour faire la mendicité, ce n'est pas bon et tu risques d'avoir encore un autre problème. Parce qu'une autre voiture peut t'accidenter. Parce que les gens, l'un et l'autre, ils marchent, il y en a qui sont saoulés ou pas. Ouais. C'est pour cela que moi j'ai décidé de rester ici pour ne pas que je fasse la mendicité. Fatoumata Diallo se plaît dans son travail. Elle préfère gagner de l'argent par ses propres moyens que d'aller s'apitoyer sur son sort. Je ne voulais pas faire la mendicité. Je voulais travailler, gagner mon propre travail. C'est pour cela que je suis là. Gagner mon propre argent au lieu de que je sors dans la rue comme ça. Les gens parlent encore. Des chaussures, des sacs, entre autres, sont exposés dans cette fabrique artisanale. Voilà, nous recevons donc, mesdames et messieurs, Aïssata Diakité, dont vous venez de suivre ce brillant reportage. Elle va nous donner plus d'éléments de réponse sur cette association, comment elle les a rencontrés et comment l'association fonctionne. Aïssata Diakité, bonsoir. Et bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. Toutes mes félicitations pour ce brillant reportage. Baseko. Merci. Aïssata Diakité, merci pour ce reportage. Première question tout de suite. Comment l'association Wakilare est-elle composée? Justement, cette association n'est composée que de personnes handicapées. Donc, ils ont tous une histoire particulière. Ils se sont regroupés en tant qu'handicapés parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas être dans la rue, à mendier. Et donc, ce n'est pas un souhait pour eux. Au lieu de rester comme ça, ils se sont réunis après 3 ans de formation au centre Nimba de Matoto. Donc, ils ont formé cette association dans laquelle ils ont créé cette fabrique artisanale. Et donc, ils se donnent la main dans cette fabrique pour faire fonctionner la cordonnerie à leur avantage, pour ne pas, comme on l'a vu dans le reportage, rester bien évidemment dans la rue à mendier. Ils ont tous une histoire particulière, comme je le dis, parce qu'il y en a qui sont victimes de poliomyélite depuis l'âge de 3 ans, et d'autres par contre ont été amputés à la suite d'un accident ferroviaire, de train donc, en 2011, vous l'avez vu certainement dans le reportage. Effectivement. Et donc, au lieu de rester comme ça, ils se disent non, quand on reste mendiant dans la rue, certes, il y a des gens qui peuvent vous donner de l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils seront sympathiques. Demain, ils auront pitié de vous. Et après-demain, ce serait la honte. Ils vont dire que vous exagérez. Vous exagérez, pardon. Et donc, c'est à cause de tout ça là, ils veulent éviter cette humiliation, cette honte-là. Donc, ils se sont réunis autour d'une association, le Wakilare. Et donc, Wakilare qui signifie déjà en pulaar, je crois, des gens qui ont un cœur, qui veulent se battre. Wakilare. Je crois qu'il n'est pas plus. Absolument. Wakilare, qui ça veut dire courage. Oui, courage, la détermination. Okay. Ça magnifie en fait leur courage de se battre et pour leur vie, pour réussir. Alors, dernière question, quels sont les articles, les produits qui sont fabriqués par ces personnes handicapées? Des sacs, des chaussures, entre autres. Des sacs à main pour garçons. Ça réussit à prendre en charge l'association? Est-ce que c'est vendu? Est-ce qu'ils vivent de ça? Est-ce qu'ils vivent Ils vivent de ça parce qu'il y a des gens qui viennent prendre ça de façon en gros, comme on a l'habitude de dire, en gros, et qui revendent dans des boutiques
Eux-mêmes, ils ont une boutique où les clients, les détaillants peuvent venir se ravitailler. Et donc, l'argent qu'ils gagnent dans ça sert à nourrir leur famille, parce qu'il y en a qui sont mariés, d'autres ne le sont pas. Ils parviennent à nourrir leur famille et puis ils mettent un peu dans la caisse pour faire fonctionner justement Wakilare, l'association qui les réunit aujourd'hui. Merci beaucoup Aïssata Diakité d'être passé. Merci à bon vous. Courage. Voilà, mesdames et messieurs, le temps d'une détente avec le groupe Wantanara. Monsieur Siko est parmi nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission spéciale Tous handicapés. Moi aussi, vraiment. Alors, expliquez-nous votre quotidien. Comment vous faites chaque matin lorsque vous avez à préparer les cours? Comment vous vous en sortez? Pour commencer, par admiration pour vous, je vous appelle les invincibles grands guerriers. Merci. Je suis un grand admirateur pour vous. Merci beaucoup. Et pour ce que vous me demandez, en classe, je fais la préparation pendant la récréation. J'ai l'emploi du temps, tout est écrit en braille. Donc, comme je sais lire en braille, et je vois les matières que j'ai à enseigner, et je les pointe et je prends une feuille avec la machine à écrire, et je fais comme c'est indiqué, d'abord le thème, le titre de la leçon, et ainsi de suite, jusqu'au détail, le déroulement de la leçon. Il y a toute une procédure à suivre. J'imagine que ce n'est pas, ça ne s'enseigne pas, ça ne se dispense pas comme dans les autres écoles. Est-ce que vous suivez une méthodologie? Oui, exactement, exactement, oui. Comme vous le dites, effectivement, je suis une méthodologie. Et avec le thème d'abord, le titre de la leçon, et comme ça, la révision de la leçon précédente, puis maintenant la leçon du jour. Et le déroulement de la leçon maintenant avec des questions qui amènent l'assimilation de la leçon par les enfants. Avant de passer la parole à Bassekou, quels sont les outils didactiques que vous utilisez? Est-ce que vous avez accès aux mêmes livres que nous autres, que les autres enfants dans les salles de classe? Ah ça, non. Alors par exemple, si vous devez enseigner géographie, histoire, français, comment ça se fait? Vous vous basez sur quel support? Bon, nous, notre support, c'est toujours l'alphabet braille. Okay. C'est l'alphabet braille dont nous nous servons pour enseigner toutes les matières. Déjà que nos enfants, nous les initions à l'écriture, à l'alphabet braille depuis le départ en première année. Quand nous les recevons, nous commençons à les initier à ça, au toucher. D'abord la parole, puis au toucher. Joindre la parole à l'acte en les faisant toucher les lettres telles s'appellent comme ça. Les 6 points, c'est « et ». C'est la lettre « et » dont est issue toutes les autres lettres de l'alphabet braille. Comment vous faites pour procéder à l'évaluation de vos élèves? Est-ce que parmi les élèves que vous avez enseignés, il y a certains qui ont pu décrocher un emploi décent aujourd'hui dans la société? Oui, en fait, oui. J'évalue mes élèves toujours me servant de l'alphabet braille, parce que tout, je connais déjà, j'ai la parfaite maîtrise de l'alphabet braille. Les matières, quand je leur donne à écrire, par exemple, l'écriture, le calcul, et géographie, histoire, grammaire, et tout ça, je corrige. Et après, je fais le relevé des points et je calcule et je fais leur moyenne. À la suite de quoi, ceux qui ont le mérite passent en classe supérieure. Comment vous les identifiez? Comment je les identifie? Justement. Je viens, écoutez, je ne reste pas à distance sur mon bureau. Bien que je ne vois pas, je me sers de ma canne, je viens à côté de chacun des élèves. Vous connaissez leur nom? Absolument. Je connais leur nom et leur nom est écrit, dressé sur une liste par moi en braille. Par exemple, je peux vous dire le premier nom par ordre alphabétique. J'ai Arbouakar Sidiki, j'ai Aminata Kamara, j'ai Aïcha Touré, j'ai Ismatou, j'ai Mariama Dalanda, j'ai Marie-Jeanne, j'ai Marie-Viannette, j'ai Ousmane Bari et Pogba Goumou.
dans ma classe, j'en ai 9. Merci beaucoup, professeur Sissoko, de nous avoir édifiés sur vos conditions de travail. Merci d'être passé parmi nous. C'est à moi de vous remercier. Très sincèrement, je suis un grand admirateur et je ne cesse de le dire. Je vous appelle les invincibles grands guerriers. Merci du soutien, M. Sissoko. Vous avez été toujours nos premiers soutiens. Merci et bien. ça, nous nous en souvenons. Vraiment, nous ne sommes pas prêts d'oublier. Merci du Franchement, soutien. Merci de la reconnaissance. A été toujours beaucoup pour nous. Merci beaucoup. Dans un court instant, mesdames et messieurs, nous allons recevoir Mohamed Diaby, il est le directeur national de l'action sociale, mais sous l'instrumental du groupe Ouantanara. Nous recevons Mohamed Diaby. Allez-y, prenez place. Merci, bonsoir. Bienvenue parmi nous. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Merci. Merci, donc, ça fait plaisir. Alors, nous sommes heureux de partager ce plateau avec vous. C'est à l'occasion du 3 décembre, donc la fête consacrée aux personnes handicapées. Et puisque vous êtes le directeur national de l'action sociale, nous aimerions savoir dans quel contexte se situe cette célébration. Merci de poser la question plutôt sur ce angle, parce que si vous dites fête, ça a un côté plutôt de réjouissance, festif. Ce n'est pas une fête à proprement parler, mais c'est plutôt une journée internationale. D'accord. Une journée internationale se caractérise premièrement par le fait que c'est les États du monde qui s'engagent à travers les résolutions au sein de l'Assemblée générale des Nations unies pour décréter une journée, et cette journée-là, elle est donc déclarée, dédiée à une cause particulière. Le 3 décembre de chaque année a été retenu depuis 1992 comme étant journée en l'honneur des personnes porteuses de handicap. Pourquoi vraiment dédier une journée à elles? Ça part d'un constat tout simple, c'est parce qu'on se rend compte, ou plutôt ceux-là qui se sont réunis se sont rendus compte qu'il y a nécessité de prendre en charge les préoccupations qui sont spécifiques à cette catégorie-là. Il y a la vulnérabilité qui concerne beaucoup d'individus, beaucoup d'entités, c'est par exemple le cas des femmes, c'est le cas des enfants. Et parmi cette vaste population de groupes vulnérables, il y a aussi les personnes handicapées. Le 3 décembre est donc cette journée au cours de laquelle on essaie vraiment de réfléchir aux préoccupations qui sont les leurs et pas seulement. On essaie de savoir quelles sont les violations de droits dont elles sont victimes et aller au-delà, chercher à comprendre dans quelle mesure vraiment on peut essayer d'annihiler l'effet de la vulnérabilité qui pèse sur elles. Aujourd'hui, à Guinée, surtout à Conakry ici, nous remarquons que ces personnes handicapées sont encore dans les rues, continuent à mendier. Quelle politique que le gouvernement guinéen a mis sur place aujourd'hui pour pouvoir récupérer ces personnes dans les rues et faire de ces personnes handicapées des personnes ressources qui puissent apporter quelque chose quand même à la société. Votre question a du sens, mais elle est foncièrement limitée. On va s'expliquer un tout petit peu. Quand vous prenez les personnes handicapées, ne vous focalisez pas sur les populations handicapées mendiantes qui sont dans la rue. Sinon, ça c'est déjà un gros stéréotype que la journée cherche à corriger. Vous prenez les personnes handicapées, puisque vous avez pris le cas de la Guinée, elles représentent, d'après les données officielles dont nous disposons, près de 156 000 personnes. 156 000 personnes, les populations mendiantes de Conakry sont loin de représenter un millier. Donc, c'est un peu caricaturé le monde du handicap en les réduisant uniquement aux populations de la rue. Mais ces populations font partie de la composante naturellement, ou pas? Naturellement, on vous le concède. Mais ce qu'on a voulu juste faire ressortir, c'est de ne pas voir au niveau des populations handicapées, les populations mendiantes. Excusez vraiment qu'on s'apesantisse un tout petit peu dessus parce qu'il y a beaucoup d'amalgames autour de la question du lien entre mendicité et handicap. Toutes les personnes handicapées sont loin d'être des populations mendiantes et les populations mendiantes ne sont pas nécessairement des populations handicapées. Ils sont très nombreux aujourd'hui quand vous prenez des artères publiques, ceux-là qui font la manche, ceux-là qui pratiquent la mendicité.
et ne présentent aucun handicap. Ah ouais? Aucun handicap. Même lorsque les vieilles personnes se font conduire par des enfants avec des bâtons. Ce que je vous dis, ça n'a absolument rien de légendaire. Oui. C'est des données factuelles. Nous sommes au regret de constater que la mendicité est grossie par le fait qu'ils sont très nombreux, ceux-là qui sont valides, qui ne souffrent donc d'aucun type de handicap déclaré, qui, au nom de croyances... Si nous prenons le cas des femmes qui ont des jumeaux et autres... Exactement. Voilà, donc, voyez-vous, là, je pense, la municipalité a un gros rôle à jouer à ce niveau-là. Et c'est sous ce rapport qu'on soutient, vraiment à plus d'un titre, les mesures qui consistent à éloigner, comme on le dit barbairement, à déguerpir les populations mendiantes des rues de la capitale. Je reviens à votre question pour dire que la politique, c'est un tout global. La politique qui est mise en œuvre, elle commence d'abord par des mesures préventives. L'État, c'est un tout global. L'État, ce n'est pas que le ministère de l'Action sociale. Le handicap, c'est une question transversale. C'est à ce titre-là que le ministère de la Santé intervient pour des questions de prévention à travers les campagnes de sensibilisation. Je vous donne juste un chiffre pour vous donner une idée à la matière. À peine 26% des enfants guinéens, je dis bien à peine 26%, ont pu bénéficier de tous les vaccins requis. Ça veut dire, en d'autres termes, malheureusement, que 3/4 des enfants guinéens sont exposés d'une façon ou d'une autre à la polio, donc à une forme de handicap. Et là, c'est un fait regrettable. Donc, les campagnes de vaccination procèdent vraiment de la politique de l'État pour prévenir le handicap. Mais au-delà de la prévention, il y a la prise en charge précoce. La prise en charge précoce, c'est à ce niveau-là qu'il faut citer des services tels l'orthopédie, qui doit aider les parents qui ont des enfants ayant des types de handicap moteurs au niveau des membres inférieurs, ceux-là qui ont des pieds en forme de O, ceux-là qui ont des pieds en forme de X, ceux-là qui ont des pieds beaux. Les pieds beaux, c'est les pieds dont la plante est ainsi exposée. Donc là, c'est par exemple une autre mesure. Maintenant, pour revenir au cas du ministère en charge de l'action sociale, la politique, c'est avant tout, c'est une politique d'acceptation du handicap, d'acceptation des personnes handicapées, ce qui n'est malheureusement pas le cas. On se rend compte, fort malheureusement, que nous avons, la société a tendance plutôt à les rejeter. Comment faire pour les intégrer aujourd'hui dans la société? Ceci, c'est une tâche qui incombe à tout le monde. Peut-être en les rendant moins dépendants. Oui, la première des choses, c'est de créer de la confiance au niveau de ces personnes handicapées. La première des choses, et c'est ce qu'on va faire pendant ce 3 décembre-là, c'est de valoriser le talent des personnes handicapées, c'est de reconnaître leur génie créateur. Ces personnes ont un génie qui sommeille en elles, mais qui malheureusement n'est pas tout à fait reconnu par moi, par les autorités à tous les niveaux, mais également par les employeurs, et vous n'allez pas faire exception. Donc finalement, c'est une responsabilité partagée. Donc il est important que nous y réfléchissions et que nous en prenions connaissance. On peut avoir un chiffre? Est-ce que vous avez un budget consacré à cela? Qu'est-ce que l'État fait? Bon, quand je dis l'État, je veux parler, sur le budget national. Qu'est-ce qui est prévu dans le budget qui est alloué à votre département? Qu'est-ce qui est prévu en termes de financement, de l'accompagnement, de l'assistance à ces personnes handicapées? Est-ce qu'on peut avoir un montant? Oui, c'est possible, mais je vais vous répondre un peu en normand. Quand vous prenez le budget de l'État, il est important que vous circonscriviez votre question sur une ou une autre année. Quand je prends par exemple l'année en cours, nous sommes à peu près, je dis bien à peu près, quand vous prenez les différents établissements, les structures, pour les élèves porteurs de handicap visuel, porteurs de handicap auditif, pour le fonds de réinsertion des personnes handicapées, pour la fédération, nous sommes à peu près à 500 millions. Donc, voyez-vous, c'est... Suffisant? Insuffisant? Non, nettement insuffisant. Les populations handicapées, je vous dis, c'est 1,5% de la population globale. Donc, mais cela, la problématique, elle est bien plus complexe. Ça suscite vraiment
la faiblesse du budget alloué au ministère en charge de l'action sociale, donc au ministère en charge de la protection des personnes handicapées. Je rappelle pour vos millions de téléspectateurs que le ministère, pour l'année en cours, nous faisons 0,8% du budget national. C'est quand même tout dire, quoi. Dérisoire. Peut-être un dernier mot avant de vous quitter, votre mot de la fin sur les perspectives. Qu'est-ce que vous comptez faire comme action? Donc, ce que moi je voudrais dire surtout d'abord, et il est important que nous le sachions, le handicap n'est pas nécessairement un frein, n'est pas forcément un obstacle au succès ou à la réussite. On peut surmonter son handicap, on peut dompter son handicap. Il est important que les parents ne trouvent pas que c'est une condamnation le fait d'avoir un enfant porteur de handicap. Mais ce qui est important aussi, c'est de respecter les mesures de prévention. Je ne relance pas un débat, mais les examens prénuptiaux, par exemple, qui sont souvent méconnus, qui sont négligés, sont à la base de beaucoup de types de handicap. Des maladies dégénératives, des maladies congénitales, des malformations congénitales, dérivent justement du non-respect de ces mesures. Donc, les perspectives, c'est vraiment ces vastes campagnes de sensibilisation. Sensibilisation pas en surface, sensibilisation pour que nous comprenions tous la problématique du handicap. Parce que si on ne prend pas compte de cette problématique, si on n'est pas conscient, notre pays va tout droit vers l'augmentation massive de la population handicapée. Rien aujourd'hui que notre alimentation qui va conduire à des maladies métaboliques, rien que vraiment tous ces autres aspects que je viens de dire, et encore avec les maladies cardiovasculaires, avec la route qui fait aussi ces victimes, mais également qui crée une population, un type de population handicapée, ça veut dire vraiment que nous ne sommes pas sauvés. Il est important que nous nous serrions les coudes, que nous nous comprenions et que nous nous portions confiance. Les messages de sensibilisation ne sont pas des messages de distraction. Il est important qu'on prévienne le handicap et lorsqu'il surgit, il est important qu'on en prenne conscience et qu'on cherche à le corriger. Merci donc à M. Diaby pour cette brillante explication. Nous allons à présent avec un élément de l'AFP. Et oui, dans cet élément, vous verrez, heureusement que nous sommes dans l'ère du numérique. Donc les outils informatiques peuvent aider à accompagner, à améliorer les conditions d'existence des personnes atteintes d'handicap. Et vous le verrez avec l'association ELA, elle permet donc d'encadrer des enfants qui sont atteints d'handicap engendré par une maladie qu'on appelle la leucodystrophie. Vous saurez plus tard qu'est-ce que c'est, juste après cette détente et l'élément de l'AFP. Un rayon de soleil et Fanny, 4 ans, sort profiter du jardin. Quand elle avait 13 mois, une maladie rare appelée syndrome d'Aicardi-Gouttière a provoqué une grosse fièvre et radicalement changé le cours de sa vie. Aujourd'hui, donc elle ne marche plus, elle ne tient plus assise. Et au niveau de la tête aussi, elle ne tient pas suffisamment la tête par rapport à avant. On voit notre fille, elle est très capable, on voit qu'elle veut communiquer, elle cherche désespérément à communiquer avec ses parents, avec ses grands-parents. Et ne pas l'aider, ce serait vraiment pas bien. Fini les jeux de cache-cache qu'elle aimait tant. Désormais, même pour jouer, Fanny a besoin d'aide. Pour la stimuler et l'aider à grandir, elle enchaîne chaque jour des séances de kinésithérapie, de psychomotricité, d'ergothérapie, d'orthophonie. Reste le problème numéro 1, la communication. Tout passe aujourd'hui par les sourires et les regards, car Fanny ne peut pas parler ni même montrer un objet. Alors ses parents ont décidé de tester un nouvel appareil qui pourrait permettre à Fanny de s'exprimer avec les yeux. Démonstration. Donc dans la machine, sous l'écran, ici, vous avez des caméras qui sont capables d'aller chercher en fait le mouvement oculaire de l'utilisateur. Je vais m'installer devant et simplement en regardant la case nourriture, Nourriture. je peux aller chercher ensuite la page des boissons. Boisson.
et aller l'aider éventuellement un jour. Tu as vu le petit chat? Ouais, il faut le regarder tout le temps. C'est exactement ça. Parfait. Fanny aime la musique, les bulles de savon et les tartes à la crème. On va lui demander de se concentrer sur ce type d'image. Si elle arrive à fixer son regard, la petite caméra au bas de l'écran le capte comme si elle cliquait sur un clavier. Dès les premières secondes, la petite fille est captivée et fait des merveilles. Son regard est précis, son bonheur intense, grande émotion dans l'assemblée. Ça donne de l'espoir. C'est avoir un enfant non-verbal qui ne peut pas pointer, qui ne peut pas toucher, qui ne peut pas communiquer du tout, autrement que par les émotions, c'est très frustrant. C'est frustrant pour nous, c'est frustrant pour elle. Et voilà, ça nous donne l'espoir qu'elle puisse communiquer avec nous, mais communiquer aussi avec la famille, avec les amis, avec l'extérieur. Et ça, c'est énorme, quoi. Le test est fini, la tablette repart. Mais on sait désormais qu'avec de l'entraînement, Fanny pourrait bientôt appeler ses parents, leur dire à quoi elle veut jouer, si elle a mal quelque part ou si elle a besoin de quelque chose. Une révolution. La petite fille a tant de choses à dire. Reste à financer l'appareil, plusieurs milliers d'euros. Myriam et Philippe savent qu'ils peuvent compter sur Ella. Demande de subventions, fonds complémentaires, l'association a pour objectif d'aider 350 familles à s'équiper en informatique adaptée, pour mieux vivre avec la maladie. Pour Fanny, cette tablette, c'est presque une seconde naissance. Voilà, Basekou, nous venons donc de suivre cet élément de l'AFP. Nous avons vu comment la technologie, comment les outils informatiques peuvent aider donc à accompagner les enfants atteints de cette maladie, la leucodystrophie. Donc c'est une maladie qui touche les yeux et qui détruit le système nerveux central. Mais aujourd'hui, grâce au numérique, on réussit donc à accompagner ces enfants parce qu'à partir donc de ces yeux, on a vu que cette petite fille pouvait commander déjà des outils informatiques et ça, c'est quand même une véritable avancée, Basekou. Effectivement, nous allons vous faire découvrir un journaliste, un animateur d'une radio privée à Conakry ici. Moussa Issa Baldé est un aveugle qui anime des émissions dans une radio de la place. Vous allez le découvrir dans un instant. Son handicap visuel, tenez-vous bien, il le prend comme une opportunité. C'est en 1999, alors qu'il avait 10 ans, pour la petite histoire, qu'il a perdu sa vue. Son combat aujourd'hui, c'est de surpasser son handicap. Idriss Abari et Abouakar Dintouré sont allés à sa rencontre.